à Marrakech. À vous la parole et je vous prie de respecter le timing, s'il vous plaît. Merci beaucoup, chère consoeur. Et comme vous l'avez bien dit, donc la thématique d'aujourd'hui, c'est les déficits immunitaires en pédiatrie. Et en fait, comme je l'ai mis, il est en pluriel, ça veut dire qu'il y a plusieurs déficits immunitaires, mais je vous dis d'emblée que je vais parler essentiellement des déficits immunitaires secondaires VIH en premier et les déficits immunitaires primitifs. Et mon premier message, d'emblée, je veux qu'on change d'idée par rapport aux circonstances de découverte de déficit immunitaire, parce que classiquement, pour nous, le déficit immunitaire, c'est les infections, notamment les infections graves à répétition. Mais attention, il y a de plus en plus de déficits immunitaires qui sont découverts à l'occasion d'autres circonstances, notamment tout ce qui est auto-immunité, notamment les thrombopénies, les cytopénies, qui ne font pas leurs preuves. Certaines pathologies inflammatoires, comme le syndrome d'activation macrophagique par exemple, des cas d'eczéma ou d'allergie grave, parfois ils peuvent renvoyer vers un type de déficit immunitaire, et on a même parfois certaines tumeurs, certains cancers qui peuvent être le premier mode révélateur de déficit immunitaire. C'est l'une des plaques les plus importantes dans cette présentation, parce qu'elle répond à la question que nous aimons, nous les cliniciens, quand est-ce que je cherche un déficit immunitaire? Quand est-ce que je bilante pour un déficit immunitaire? Je peux résumer cette plaque en un mot. Quand il s'agit d'infection inhabituelle, c'est un déficit immunitaire. Je vais dire qu'est-ce que ça veut dire inhabituel. Inhabituel par sa récurrence. Quand vous avez des otites à répétition, plus de 8 otites à répétition sur une année, quand vous avez des sinusites graves qui se répètent, il y a un chiffre, il y a une période, donc plus de 2 sur une année. Quand vous avez plus de 2 pneumonies sur une année, donc retenez bien s'il vous plaît qu'il y a la fréquence, mais qu'il y a également le facteur temps dans cette définition. Une infection est inhabituelle quand elle est multiple. Vous avez quelqu'un qui fait en même temps une pleurésie, une arthrite et parfois même une troisième localisation. Une infection est inhabituelle quand il va s'agir de germes opportunistes, le candida. Les enfants ne doivent pas avoir de candidose œsophagienne profonde, ne doivent pas avoir de muguet qui persiste et qui est extensive. Et quand vous avez un abcès profond, c'est également l'une des situations fréquentes, et l'exemple type, c'est l'abcès du foie. Quand vous avez un enfant qui a besoin, et ça c'est très important, de prendre des antibiotiques par voie intraveineuse, ou bien d'une façon plus prolongée pour guérir une infection, ça traîne, ça doit faire poser des questions. Et parfois, cette circonstance, elle est un peu générale, c'est le retentissement, c'est une stagnation pondérale qui ne fait pas sa preuve, et presque dans la majorité des enfants que nous avons vus et que nous suivons pour déficit immunitaire, il y a un facteur qui est facile à mettre en évidence dans l'interrogatoire, qui est la surcharge, mortalité dans les familles, les décès non expliqués, les maladies qui se répètent dans la fratrie, doivent faire évoquer essentiellement 2 grandes pathologies. La première, c'est la prédisposition à l'infection. Et la deuxième, c'est les maladies métaboliques qui ne sont pas le sujet d'aujourd'hui. Et donc, on retient comme circonstance de découverte le caractère inhabituel par sa gravité, sa fréquence, le germe opportuniste, la situation profonde de l'abcès et la multiplicité de foyers infectieux. On ne peut pas parler de déficit immunitaire et de circonstances de découverte sans parler du poumon. C'est un miroir qui est exposé directement à l'environnement. Et donc, beaucoup de malades, vous allez les recruter à travers leur pathologie respiratoire.
Nous devons être interpellés par quoi? Par un syndrome interstitiel au niveau de radiothorax. Vous allez me dire, un syndrome interstitiel, ça peut correspondre à beaucoup de choses. Nous, les pédiatres, on a peur le plus souvent d'une miliaire tuberculeuse, d'une pneumocystose, d'une infection à CMV. Je vais vous dire, n'attendez pas les confirmations de ces pathologies pour aller explorer, parce que vous risquez de tomber sur un déficit immunitaire et ça va vous faciliter même la tâche pour dire de quoi il s'agit par rapport à ce syndrome interstitiel. Il y a également la dilatation de bronches. Vous savez très bien que dans le protocole d'exploration de dilatation de bronches, il faut refaire un bilan d'immunité. Et je vais vous dire, il faut le refaire même après 3-6 mois si vous n'avez pas d'étiologie qui est décelée. On a eu dans notre pratique des enfants initialement non diagnostiqués, dilatation de bronches, déficit immunitaire, mais après quelques mois, on refait le bilan, on découvre qu'on a passé à côté du diagnostic. Donc il faut rester sur la clinique et avoir un esprit critique. Quand on voit un enfant qui a un syndrome tumoral, hépatosplénomégalie, des adénopathies, classiquement c'est le lymphome, c'est la tuberculose. Or, il ne faut pas oublier que le VIH, il peut démarrer dans une phase précoce par une hypertrophie des ganglions. Et donc, si vous ne trouvez pas d'explication, pratiquez une sérologie pour l'infection rétrovirale. Il y a également un organe qui peut être une circonstance de découverte, c'est la parotidomégalie. Mais vous allez me dire, l'année dernière, il y a presque 2 ans, on a vu beaucoup de parotidomégalie en rapport avec les oreillons. Ce n'est pas ça, parce que les oreillons, c'est un contexte particulier, c'est aigu, ça disparaît, alors que la parotidomégalie, sur le caractère sémiologique, c'est lié au déficit immunitaire, c'est un problème de parotidomégalie qui a un caractère particulier, il est indolore, il n'y a pas de douleur, et c'est l'hypertrophie qui fait consulter ces enfants. Maintenant, on a parlé de certaines circonstances de découverte. Comment on peut s'orienter? C'est-à-dire, le réflexe est là. Je pense à un déficit immunitaire, qu'est-ce que je peux faire? Soyez rassurés, je ne vais pas vous lister ces recommandations. En fait, ce sont les recommandations de la Société marocaine de déficit immunitaire. Et je vais peut-être citer 2. En fait, on a besoin d'un atelier, d'une demi-journée pour pratiquer ces recommandations. La première, qui est le fait de faire un test rapide au VIH, nous n'avons pas le droit de faire des bilans pour l'immunité avant de faire le bilan pour le VIH. Voici la première. Et la dernière, c'est quoi? Quand vous suspectez un déficit immunitaire sur des arguments cliniques, vous risquez de ne pas avoir l'accès au bilan, ou vous risquez de ne pas confirmer si votre patient, sur le plan clinique, présente des stigmates d'une déficience immunitaire, il faut le considérer comme tel, pour la seule raison qui est le fait que c'est un enfant qui risque d'être très fragile, et vous devez le protéger. Il risque de vous faire essentiellement, d'une manière générale, et les menaces les plus fréquentes, un sepsis, une tuberculose grave, ou même une pneumocystose, les 3 ils sont mortels, et donc vous devez garder l'étiquette jusqu'à preuve du contraire pour agir rapidement et d'une manière efficace. Les recommandations que nous avons vues tout à l'heure, elles sont simplifiées sur ce tableau. Comment je mets le doigt sur la partie de l'immunité consacrée par le déficit? Heureusement, il y a la clinique, et il y a un parallélisme entre la clinique et ce qui se passe au niveau de la biologie. C'est-à-dire, pour le déficit immunitaire humoral, en rapport avec les anticorps, vous avez généralement un début au-delà de 6 mois. Et vous avez des enfants qui font surtout des infections aux germes encapsulés, pneumo, hémophilus et autres, et qui font surtout des otites, des pneumonies à répétition. Si on ne fait pas attention, ils passent à la dilatation de bronches, et on peut confirmer facilement en faisant un dosage des immunoglobulines qui est maintenant très accessible, et on peut faire notre diagnostic, et le traitement, il émane de ça, on va perfuser des immunoglobulines. Quand vous avez quelqu'un qui démarre un peu précocement, 2, 3, 4 mois, et qui vous fait un syndrome interstitiel dans le cadre d'une pneumocystose, qui vous fait des candidoses, vous êtes dans le cellulaire. Et là, il faut aller lire tout simplement
sans NFS, vous risquez de tomber sur une lymphopénie et vous avez fait votre diagnostic. Il va s'agir d'un déficit immunitaire combiné sévère. Et c'est un enfant qui n'a pas de lymphocytes qui a besoin d'une greffe de moelle. La troisième catégorie, c'est des enfants qui ont des problèmes généralement au niveau des polynucléaires. Et ces enfants, ils risquent de vous faire des abcès, ils risquent d'avoir un début très précoce. Et ce sont des enfants qui peuvent faire des infections aspergillères. Et là, vous avez deux choses. Soit qu'il y a un problème, d'une manière globale bien sûr, au niveau des polynucléaires, leur nombre, ou bien au niveau de leur qualité. Ça veut dire qu'ils sont là, mais qu'ils ne travaillent pas bien. On va vous dire un petit mot à propos de la granulomatose septique chronique, qui est le problème de qualité des globules blancs. Nous lisons tous les jours les NFS. Mais malgré ça, nous recevons beaucoup de patients qui ont fait des NFS et le diagnostic de déficit immunitaire combiné sévère n'est pas fait. Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent les globules blancs d'une manière globale et totale, mais ils n'interprètent pas la formule. Il a 14 000 de globules blancs. Mais est-ce que vous avez, parce que vous êtes inquiet par rapport à l'infection, à l'hyperleucocytose, mais n'oubliez pas qu'il y a une formule, il y a des lymphocytes à voir. Et les lymphocytes, retenez cette valeur, chez un enfant qui a moins de 3 ans, ils doivent être au-delà de 3 000. Donc si vous avez 2 000, c'est un problème. Donc c'est des choses faciles qui peuvent nous aider dans le diagnostic. Et c'est une recommandation, malheureusement, qui est non appliquée. Donc il faut qu'on lit correctement l'NFS et qu'on interprète en rapport avec l'âge, chose qui est classique en pédiatrie. Et je commencerai par certaines situations, et je commencerai par celle-là. Fille de 4 ans, depuis 1 an, on n'a pas le temps pour faire l'interactivité, donc je vais vous lister certaines expériences dans notre contexte pour vous raconter l'histoire naturelle. Peut-être prochainement, dans un atelier, on peut faire de l'interactivité. Vous avez une fille de 4 ans, depuis 1 an, il fait des épisodes, 5 épisodes d'infection respiratoire, traités par antibiothérapie, on n'a pas les détails, 2 otites moyenne aiguë sur 6 mois. Quel bilan? Je fais la sérologie VIH, je fais le dosage des immunoglobulines ou je fais l'NFS. Qu'est-ce que je fais? Je ne fais rien. J'interroge d'abord, comment sont ces infections? Est-ce qu'elles sont hautes? Est-ce qu'elles sont basses? Est-ce qu'elles sont authentiques? Et cette fille, en fait, elle a commencé à être dans une crèche. Et ce sont des infections sans gravité, qui passent spontanément, et même l'antibiothérapie prescrite, peut-être qu'elle est parfois abusive, pour vous dire que parfois, il y a des explications. On ne va pas bilanter tout enfant qui fait une fièvre à répétition comme ça. Et c'est décrit que les enfants qui sont dans des crèches, un mode de garde de crèche, ils font beaucoup plus d'infections par rapport à un enfant qui est en garde de maison. Par contre, il y a des questions qui vont rendre la possibilité de ce déficit plus plausible. La première question, on a déjà cité ça, c'est qu'est-ce qui se passe dans la famille, l'histoire familiale, la charge de la morbidité dans la famille, dans la fratrie. La deuxième question, est-ce qu'il y a recours à des hospitalisations, à une antibiothérapie intraveineuse? Est-ce qu'il y a un retentissement sur la croissance? Et est-ce qu'il y a des infections invasives ou bien des abcès qui sont récurrents et profonds? Donc ces questions vont rendre notre attitude plus sage et vont nous pousser à faire un bilan de déficit immunitaire. Voici une deuxième situation. Cette deuxième, elle est différente de l'autre parce que cette nourrisson de 21 mois, il fait des infections ORL, respiratoires répétition, diarrhée chronique, mais ici vous avez le retentissement. Et vous avez le retard psychomoteur. Malgré ça, ce n'est pas un déficit immunitaire. L'examen clinique a montré qu'elle a des bourrelets. La radio, c'est un poumon rachitique, c'est du rachitisme. C'est son rachitisme qui explique ces infections respiratoires à répétition. Donc, rien ne dispense de bonnes questions à poser, de bons examens cliniques à faire. Nous avons vu des méningites récidivantes qui ne sont pas en rapport avec le déficit immunitaire. Ils sont en rapport avec les brèches ostéoméningées, avec les malformations, avec les traumatismes. Nous avons vu, moi je me rappelle très bien, d'une fille, on était dans la piste de chercher un déficit immunitaire. Il y a le professeur Dress qui passe, il refait son interrogatoire.
on découvre que c'est une fistule oso-trachéale. C'est un problème anatomique qui n'est pas en rapport avec... Donc toute infection qui se répète, oui, je suis là aujourd'hui pour vous dire, attention, déficit immunitaire, mais soyez dans un équilibre dans votre raisonnement. N'oubliez pas les choses, les bons réflexes d'examen clinique. Et maintenant, je passe à la troisième partie pour vous parler des deux grands chapitres, le VIH et les déficits immunitaires primitifs. Et à travers le VIH, je vais vous citer des situations cliniques, des flashs, qui sont un peu atypiques. Nous avons reçu des cas de VIH dans un faciès de purpura thrombopénique idiopathique. Ce sont des malades qui ont reçu des corticoïdes avec des faciès cochénoïdes et résistants. Ils sont étiquetés PTAI réfractaires. Et par la suite, soit qu'ils vont faire des infections opportunistes, soit que quelqu'un dans la fratrie, une maman, comme dans la deuxième observation, va faire l'infection. Et on découvre. Vous allez me dire, est-ce qu'ils n'ont pas fait le test? Je ne sais pas. Il y a des gens qui ont déjà fait le test pour ces PTAI, ils étaient négatifs. Encore une fois, l'esprit critique, des choses qui ne marchent pas. Remettez en cause votre interrogatoire, votre examen clinique, mais également vos examens paracliniques. Et il ne faut pas imaginer que les enfants qui ont un déficit immunitaire, un VIH, doivent avoir en parallèle obligatoirement les infections à répétition. Non, ça peut commencer par une thrombopénie, un faciès de PTAI. J'ai recruté plus de 3 patients dans le service à travers les hémato-onco. Quelqu'un qui était très bien, il fait un lymphome, c'est un VIH. Donc, il y a des circonstances, surtout le burkitt, où il faut pratiquer le test chez ces enfants. Maintenant, nous voyons tous les adénopathies tous les jours. Nous voyons les adénopathies entre parenthèses banaux, qui sont depuis des années. Cette fille, elle avait 11 mois, elle avait des adénopathies cervicales qui ne nous dérangent pas, mais elle avait une inguinale de 2 cm. Je vous raconte son histoire naturelle. Une anémie normochrome normocytaire, une VSLV quand même, qui dérange. Elle est chez un hémato-onco, il fait la biopsie, rien. Il fait le myelogramme, rien. On est bloqué. C'est quoi? Il y a un facteur épidémiologique, elle est de la Guinée. Avec ce facteur épidémiologique, le test a été pratiqué. Elle est VIH positif, maintenant avec le traitement, elle est très bien. Au Maroc, presque tous les enfants sont vaccinés par le BCG. Heureusement, il n'y a que des rares cas où ces enfants vont développer quelques mois des adénopathies axillaires, locorégionales par rapport au site de vaccination. Et cet enfant, par exemple, qui a présenté cette adénopathie axillaire quelques mois après le vaccin, elle avait en même temps au niveau de l'interrogatoire le muguet, la diarrhée, le retard saturopondéral, et on découvre un VIH. Une fois on commence le traitement, cicatrisation et reprise d'une vie qui est normale. Et donc, que ce soit la BCG, c'est-à-dire un enfant qui va développer en post-BCG des adénopathies, oubliez les petits suintements qu'on peut trouver dans la vaccination, ça c'est habituel, ça ne dérange pas. Mais surtout les ulcérations, les images que j'ai mises avec les adénopathies axillaires. Et d'ailleurs, toute tuberculose, ou suspicion de tuberculose, pas obligatoirement multifocale ou sévère, il doit faire pratiquer un test pour le VIH. La dilatation de bronches, nous on a une expérience un peu particulière parce que la chose que j'ai appris avec les dilatations de bronches révélant le VIH, parce que comme j'ai dit dans les plaques précédentes, on pratique systématiquement nous dans le protocole et c'est décrit. Ce n'est pas nous qui avons inventé ça. Mais une fois vous faites votre diagnostic sur ces dilatations de bronches, votre diagnostic étiologique, et vous commencez votre traitement. On a 5-6 patients ou plus. Aucune exacerbation. D'où l'intérêt de toujours s'acharner sur la recherche d'une étiologie, même si votre patient, à un stade... Moi, j'avais imaginé que ces enfants vont continuer à faire les exacerbations, mais heureusement, c'était une bonne chose pour moi. Maintenant, je pense au déficit immunitaire primitif. Pour vous citer certains exemples, regardez, un nourrisson, un début très précoce. Il fait le muguet buccal, et il fait cette ulcération périorficielle que vous reconnaissez, qui est l'ictéma gangrénosome, 2 caractères sémiologiques, périorficiels et perte de substance.
Test VIH, on a dit, on commence toujours par le test au VIH, il est négatif. On examine les globules blancs, surtout les lymphocytes plutôt, ils sont à 1000, ils sont inférieurs à 3000, et c'est un déficit immunitaire combiné sévère. Attention, c'est un message par rapport à l'ectéma. Quand vous voyez l'ectéma, ce n'est pas, c'est la ceftazidime plus amikacide, parce que parmi les germes responsables, c'est le Pseudomonas aeruginosa. Et bien sûr, pour le muguet, en cas de déficit immunitaire, le plus souvent, il est persistant, il est extensif au niveau des joues et au niveau du palais. Maintenant, ça c'est un enfant de 8 ans, consanguin, qui présente depuis l'âge de 1 an des otites récurrentes, une chronique, infection respiratoire. Il est déjà au stade de DDB. On fait la sérologie VIH, elle est négative. Nous avons dit tout à l'heure, pour le parallélisme, qu'il faut doser les immunoglobulines d'abord, parce c'est une atteinte pulmonaire, c'est des pneumonies, c'est une dilatation de bronches. On tombe sur une agammaglobulinémie. Il n'a pas d'immunoglobulines, il a besoin de perfusion d'immunoglobulines et le diagnostic est fait et la prise en charge peut commencer d'emblée. Je ne peux pas parler de déficit immunitaire sans dire un message à propos d'une pathologie qui s'appelle la granulomatose septique chronique. Je vais citer 2 circonstances essentielles de découverte. La première, c'est les enfants qu'on suit, nous les pédiatres, ou les autres, même les adultes, pour des pneumopathies qui traînent sans amélioration sous antibiotiques, sans amélioration sous antibaciliaire parfois, qui est démarré, et on découvre par la suite l'aspergillus. Si vous avez un aspergillus, c'est une granulomatose jusqu'à preuve du contraire. Et vice-versa, si vous avez la granulomatose, il faut chercher et dépister l'aspergillus. L'autre situation, c'est la tuberculose. C'est vrai, nous avons parfois des tuberculoses résistantes qui ne répondent pas, observance, mais si vous avez éliminé tout ça, pensez à la granulomatose septique chronique. La neutropénie cyclique, ça c'est un enfant de 3 ans, décédant la fratrie, qui faisait des infections cutanées. Remarquez au niveau de sa bouche, il y a une petite cicatrice secondaire à l'infection grave. Et regardez comment sont ces PNN dans leur évolution. Ils descendent jusqu'à 0, puis ils remontent, c'est ce qu'on appelle une neutropénie cyclique. C'est un enfant qu'on suit jusqu'à présent. Heureusement pour nous, il est encore jugulé par l'antibioprophylaxie. Et parfois, le déficit immunitaire, il est un peu particulier, parce que le déficit concerne un seul problème. Une candidose, par exemple, une mycose, par exemple. C'est le cas des candidoses chroniques. Donc, vous pouvez découvrir des déficits comme ça, et le diagnostic, il se fait bien sûr par une étude génétique. Le diagnostic, on le lit parfois au niveau des visages des enfants. C'est les déficits immunitaires syndromiques. Et je vais citer 2. L'ataxie télangiectasie, des enfants qui vont faire des infections respiratoires à répétition, des diarrhées chroniques. Ils sont traités pour maladie cœliaque, ils traînent pour autre chose. Ils sont parfois même au stade de lymphome parce qu'ils risquent de faire une dégénérescence facilement. Quand vous les examinez, ils ont 2 choses. Ils ont l'ataxie et ils ont cette télangiectasie que vous voyez au niveau des yeux, au niveau des oreilles. Si vous lisez ça au niveau des faciès de vos patients, ils ont très probablement une ataxie télangiectasie. Parfois, le dosage d'alpha-fetoprotéine fait, il est très élevé. C'est un élément diagnostique. Le syndrome d'hyper-IgE ou Jock-Buckley, c'est des réflexes que je vous transmets. C'est des enfants qui vont faire des infections cutanées surtout, des eczémas, qui vont résister, qui vont être réfractaires, qui risquent de vous faire l'abcès du foie, comme le cas de cette petite qu'on avait hospitalisée. Mais en même temps, regardez le faciès, elle est asymétrique et il y a une scoliose. Quand on a dosé les IgE, ils étaient très élevés, au-delà de 2000. Et je termine par un syndrome que vous connaissez, qui est le syndrome de Wiskott-Aldrich, la triade, la thrombopénie, l'eczéma, les infections respiratoires. Mais dans la lecture de l'NFS, après avoir vu la thrombopénie, il faut descendre en dessous de la thrombopénie et voir le VPN, le volume plaquettaire moyen, qui n'est pas toujours réalisé par les laboratoires, parce qu'il est inférieur à 7. Si une microplaquettose, c'est presque pathognomonique de déficit, de syndrome de Wiskott-Aldrich. Et j'arrive à la fin pour vous dire que, comme nous avons dit le matin, il ne suffit pas de diagnostiquer, il y a le dépistage. Il y a le diagnostic précoce, même dans la phase symptomatique s'il y a des cas index. Sinon,
Ces enfants risquent d'être diagnostiqués au stade de séquelles, dilatation de branches, conséquences graves, ou même décédés dans un tableau d'infection grave avec l'étiquette infection sans qu'il y ait de diagnostic. Merci. Si vous avez des questions à la salle. Merci beaucoup pour cet exposé clair et didactique. J'ai deux petites remarques. Pour l'ataxie télangiectasie, souvent la porte d'entrée, c'est l'ataxie d'abord. Quand on voit un enfant qui vient pour une ataxie, avant d'aller chercher une tumeur de la fosse postérieure, regardez les conjonctives et souvent vous avez le diagnostic rapidement. La deuxième chose, c'est la neutropénie. Heureusement, toutes les neutropénies cycliques ne posent pas de problème parce que souvent on les voit, on a une numération avec un nadir, puis avec un plafond, et souvent il suffit de refaire les numérations chaque mois pour voir cette évolution cyclique. Ma question est sur les neutropénies, parce que parfois on est parti pour le diagnostic d'une neutropénie cyclique, et elle ne l'est pas. Et c'est un enfant qui ne pose pas de problème, malgré des neutrophiles à 600, 700. Comment les explorer, ceux-là? Est-ce qu'il y a sûrement quelque chose en dessous? Merci. La réponse à la première, peut-être le commentaire. Je fais un commentaire sur votre commentaire sur l'ataxie. Je suis tout à fait d'accord. À chaque fois qu'on a une ataxie, qu'on n'arrive pas à comprendre, il faut voir les yeux et voir les oreilles, les ostigments. Parfois, il y a des télangiectasies. Parfois, ils ne sont pas encore là. C'est dans cette situation où je vais vous demander de faire des alpha-fétoprotéines. S'ils sont élevés, il va développer ça par la suite. Le grand problème, M. Jabir, c'est que ces ataxies, même l'ataxie elle-même, elle n'est pas mise en évidence à l'examen clinique. Parce que l'enfant, il est fatigué, il est alité, et il est considéré comme non marchand, impotence fonctionnelle parce qu'il est abattu. Et alors, lorsqu'on le met en position assise, tic, 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 il est en train de faire la... Donc tu reviens et c'est comme ça qu'on passe à côté. Quand on laisse ces enfants être diagnostiqués au stade de l'enfant, au stade de... Pour la deuxième question, c'est une question qui pose problème à l'échelle des experts. La thrombopénie. Je vais vous dire une chose. Neutropénie. Qu'est-ce que j'ai dit? Neutropénie. De thrombopénie, d'accord. La neutropénie. En fait, qu'est-ce qu'il y a au niveau clinique? Est-ce que la clinique est rassurante? Vous êtes également rassuré. Si la clinique n'est pas rassurante, vous n'êtes pas rassuré. Vous devez aller approfondir. Myélogramme, moi je ne faisais pas des myélogrammes par avant, maintenant je les fais parce que ça risque d'être une myélodysplasie qui commence tout simplement. Il y a des agranulocytoses, il y a des syndromes un peu particuliers, des études génétiques. Il y a tout. Mais le mot clé, c'est clinique. Vous êtes rassuré, restez tranquille. Vous n'êtes pas rassuré, allez-y. Et bien sûr, je reviens à mon réflexe. La sécurité du patient. Faire attention aux infections. S'il n'y a pas de questions. Donc, concernant les candidoses cutanéo-muqueuses chroniques, oui. Pas muquée, mais plutôt une candidose chronique. Inguale chronique. On voit bien que c'est une candidose particulière. On voit bien que les angles sont un petit peu hypertrophiés. Et souvent, ces patients, ils n'ont pas seulement la candidose, mais ils ont d'autres problèmes immunitaires qui sont plutôt dans le cadre d'une hépatite auto-immune, oui, d'un truc, et c'est là où on va chercher le stade. Vous avez tout à fait raison, et moi, je n'ai pas eu le temps pour parler de ça, parce que notre patient, il avait une maladie cœliaque. Il y a des malades qui ont d'autres manifestations auto-immunes, qui peuvent entrer dans le cadre d'APC de M. Rabé est là. Et donc, vous avez tout à fait raison. Mais c'est peut-être un avant-goût par rapport à cette première présentation, parce que si je veux étaler, on a besoin d'un... Devant cet aspect de l'hypomie corticolique, il ne faut pas oublier de demander une cortisolémie de 8 heures pour éliminer l'insuffisance surrénalienne qui est mortelle. Oui. Professeur Ada, merci de cette excellente présentation. C'est d'habitude, c'est donc des excellentes présentations.
Je te remercie infiniment.